Atapuma, 18e ce matin avant le départ de ce contre-la-montre. Alors que le champion du monde en titre, non pas du contre-la-montre, mais de la route, s'élance Rui Costa avec un départ un petit peu compliqué pour le Portugais. Il essayait de griller le départ d'une demi-seconde. On l'a stoppé. C'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas tomber sur cette rampe. Rui Costa, un bon coureur de contre-la-montre, même si sa spécialité, ça reste la route. Rui Costa qui est un coureur complet et il sait tout faire. Il a gagné 2 fois le Tour de Suisse, ça montre ses qualités de coureur complet. C'est un habitué du Tour de Romandie sur le podium l'année passée. Et cette année, il va absolument tout faire pour réussir à égaler la performance. Et là, on était avec Ineos qui s'était lancé 2 minutes avant Matthias Frank. Il y a quelques années, on se disait souvent qu'un coureur espagnol est un coureur, un grimpeur, comme vous l'étiez d'ailleurs, Daniel. On se rend compte avec ce classement du Tour de Romandie qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui sont excellents maintenant sur l'exercice du contre-la-montre. Oui, je pense que l'école Miguel Indurain a ouvert des précédents. Donc c'est Ineos et je pense notamment à Izagirre et qu'on a vu tout à l'heure. On fait des tests en soufflerie cette année. Ils préparent vraiment cet exercice de manière spécifique. Quand on sait l'importance qu'a le contre-la-montre pour les courses à étapes, ça n'est pas étonnant. Et Chris Froome qui va s'élancer à l'assaut de ces 18 km 500 du contre-la-montre du Tour de Romandie. Le vainqueur sortant victorieux du Tour de France l'an dernier. Chris Froome, c'est l'un des spécialistes du contre-la-montre. Lui aussi sait tout faire. Et c'est le duel qui débute avec Simon Spilak. Et le point sur le classement provisoire avec toujours Tony Martin en tête. Il devance de 7 secondes Jess Sergeant, le néo-zélandais, et désormais Rigoberto Urán de 14 secondes. Est-ce que Daniel, Tony Martin va être battu aujourd'hui? Question à 2 fois. Ça, c'est une bonne question. Merci. On le voit, donc les écarts sont quand même conséquents. Ce qu'on peut dire, c'est que les conditions météo n'ont pas varié. Donc, pendant le prologue, on avait eu un classement un petit peu chamboulé par le fait que le vent s'était levé sur la fin. Aujourd'hui, on a du vent du départ à l'arrivée. Les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Les ténors, les hommes les plus en forme, vont s'élancer maintenant. On sait que Tony Martin, c'est le champion du monde en titre. Donc, son temps reste un temps de référence. Ça va se jouer à pas grand-chose. J'ai pas l'impression qu'il a écrasé totalement l'épreuve. Mais c'est à la seconde près que la victoire d'étape va se jouer aujourd'hui, tout comme le classement général. Et Ricardo Zeudel, l'Autrichien qui a failli rejoindre Sébastien Reichenbach, qui est parti 2 minutes avant lui. Zeudel prend la 4e place provisoire, juste derrière Rigoberto Urán. On va aller évidemment chercher le classement de Sébastien Reichenbach, qui doit être autour des 2 minutes 30, puisqu'il a perdu 2 minutes sur Zeudel, alors que le leader du classement général, Simon Spilak, va s'élancer. Vous le rappeliez, Daniel, il avait fait un très bon contre-la-montre finale l'an dernier à Genève. Un excellent contre-la-montre finale. Il a pas mal de références dans cet exercice. Il est en forme, mais c'est un homme qui parle peu, donc on a pu le voir dans les différentes fois où on l'a eu sur le plateau. Mais malgré tout, c'est assez étonnant. Depuis ces derniers jours, dans toutes ses déclarations dans la presse, il affirme haut et fort: je peux gagner le Tour de Romandie, je ne vais pas me laisser faire. Chris Froome est fort, mais je sens que je peux le battre. Et pour un coureur comme lui, qui est quand même assez réservé, ça montre qu'il est sûr de lui, qu'il est sûr de ses possibilités et qu'il ne va rien lâcher aujourd'hui. Et Simon Spilak l'a dit, le Tour de Romandie lui va comme un gant, victorieux en 2010, 2e l'an dernier. Et c'est un coureur, l'un des rares coureurs qui apprécie les conditions pluvieuses assez fraîches. Ouais, je pense que, comme tout le monde, il préfère lorsqu'il fait 22 degrés, pas trop chaud et un petit rayon de soleil. Après, c'est vrai que certains coureurs sont plus à l'aise que d'autres dans le froid, d'autres avec la canicule marquent la différence aussi. Ça fait partie un petit peu des qualités de base, des organismes réagissent mieux à une certaine météo.
Et Sébastien Reichenbach a concédé exactement 2 minutes et 25 secondes au meilleur temps, toujours détenu par Tony Martin. Ça veut dire qu'il est juste derrière Sylvain Dillier et juste devant Michael Albazini. Et au pointage intermédiaire après 10 km 300, Izagirre Ignausti a passé en 3e position avec 19 secondes de retard sur le meilleur temps de Tony Martin, alors qu'on retrouve Chris Froome dans cette longue ligne droite en direction de Frochaux, de Corneau. C'est peut-être la partie la plus difficile aujourd'hui, Daniel, à cause justement du vent dont on a parlé tout à l'heure. C'est une partie qui est vraiment compliqué à gérer car ce vent de face nous empêche d'avancer. Après, tous ces coureurs fonctionnent maintenant pour le contre-la-montre avec des capteurs de puissance et moralement c'est plus facile de voir justement qu'on développe une certaine puissance intéressante même si la vitesse n'est pas élevée. Car des fois moralement lorsqu'on donne absolument tout, que c'est plat, qu'on a du mal à voir le compteur dépasser les 40-42 km/h, on se dit qu'on est vraiment collé, qu'on n'avance pas. Après, bon, bah, voilà, lorsqu'il y a vraiment beaucoup de vent de face, on peut rouler à 40 km/h tout avec une puissance développée énorme. Donc ça nous montre que les jambes vont bien, que ça va aller, que ça ira mieux au retour. Et au niveau de la gestion de l'effort, c'est quand même beaucoup plus facile. Au niveau du style entre les deux leaders que l'on vient de voir, qu'est-ce qu'on peut dire? La première chose qui saute aux yeux, c'est que Froome pédale beaucoup plus vite, un rythme de pédalage beaucoup plus élevé que Spilak. On devrait comparer les images du contre-la-montre avec les images vues l'autre jour dans le dernier col, la montée sur Villars, et on le voit que le coureur, finalement, que ce soit au plat ou en montée, il garde le même style. Donc Spilak a un style beaucoup plus en force, heurté, avec plus de braquets, et Froome tout en souplesse où il tourne toujours très vite les jambes. Bref, il roule comme il grimpe. Est-ce que les coureurs ont le même rythme de pédalage, en fait, la même façon de pédaler, que ce soit en montagne ou en plaine? Si on prend un Chris Froome, son rythme de pédalage est très élevé en montagne, mais aussi sur les contre-la-montre. Oui, on garde cette souplesse, ce style où un Chris Froome, malgré qu'il soit le meilleur grimpeur du monde, on peut le dire, sur le Tour de l'année passée avec Quintana, c'était le meilleur grimpeur du monde. Un pur grimpeur qui aura plus tendance à se lever de la selle, à relancer sans cesse, type un Contador. Lui, il est bien posé, il tourne les jambes, bref, il grimpe l'école comme il pourrait rouler lors d'un contre-la-montre. Et Marcel Wyss à l'arrivée qui concède 2 minutes 46 sur le meilleur temps de Tony Martin. Marcel Wyss 13e du classement général ce matin, qui aura évidemment de la peine à rentrer dans les 10 premiers avec ce chrono de 2,46. Et puis on retrouve à l'antenne justement Matthias Frank, sur lequel repose de lourdes responsabilités, à savoir défendre sa 5e place, qui pour un coureur de l'équipe YAM Cycling serait une très bonne chose. Il a très bien géré cette semaine où il était sous le feu des projecteurs. Il y a beaucoup d'attentes autour de Matthias Frank. Il est parti sur ce Tour de Romandie avec l'étiquette de leader, toute une équipe à son service, tous les espoirs de la Suisse au niveau du classement général reposaient un petit peu sur ses épaules. Pour lui, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile à gérer car il n'avait pas l'habitude. Jusque-là, pendant toute sa carrière, il avait plutôt un rôle de coéquipier. Il courait dans un second plan, un peu en retrait. Il a très bien assumé ça. Et peut-être que même qu'il ne court pas dans la même équipe, les victoires d'Albazini sont venues un peu lui enlever de la pression. Il était moins devant le feu des projecteurs, ce qui lui a permis de s'exprimer au plus haut niveau et aujourd'hui encore de tenter de donner le maximum. 5e temps provisoire pour Thibaut Pinot à l'arrivée à 43 secondes de Tony Martin. Matthias Frank, ça sera le leader incontesté de l'équipe YAM sur le prochain Tour de France. Ils partiront, l'équipe YAM partira certainement avec plusieurs objectifs. D'une part, le classement général avec Matthias Frank et d'autre part, les barreaux, les victoires d'étape avec Sylvain Chavanel.
Et Fuglsang à 48 secondes au temps intermédiaire, juste après la côte de Frochot. 48 secondes pour Jacob Fuglsang qui se bat également pour le podium. On vous rappelle que le Danois est 7e du classement général. Spilak est donc en tête devant Froome, Costa 3e, Nibali 4e, Franck 5e, Ineos 6e et donc Fuglsang 7e, alors qu'on est à nouveau avec le leader du classement général, Simon Spilak. C'est quand même une très belle attitude, même si c'est pas un pur spécialiste du contre-la-montre, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Non, il est très bien posé sur sa machine. On voit qu'il y a également eu un gros travail à ce niveau. Et Simon Spilak, c'est vrai, c'est un coureur du Tour de Romandie. On ne l'a pas encore vu s'exprimer dans les grandes courses à étapes. D'ailleurs, sa dernière participation dans un grand tour, c'était en 2011, il me semble. Donc ça date. Il va être aligné à nouveau cette année sur le Tour de France avec des ambitions, peut-être. Il se découvre des qualités sur tous les terrains. C'est peut-être un coureur qu'on peut voir également au mois de juillet chercher, pourquoi pas, un top 10. On va bientôt avoir des renseignements intéressants au temps intermédiaire puisque Ineos est attendu, tout comme Matthias Franck. Et ici à l'arrivée, on attend bien entendu l'arrivée d'Andrew Talansky, l'un des hommes forts du contre-la-montre, qui est parti 2 minutes après Thibaut Pinot. Bien voilà, on le retrouve, Andrew Talansky, qui va entrer dans le stade de la Maladière via cette rampe de 75 mètres de long. Andrew Talansky qui a quand même perdu une petite minute sur Tony Martin. Andrew Talansky qui ne va pas dépasser Thibaut Pinot, enfin qui va conserver son avance sur Thibaut Pinot, mais qui ne va pas creuser de gros écarts. Non, mais voilà, on voit quand même que entre Tony Martin et un Talansky qui est un spécialiste de ce genre d'effort, les écarts sont conséquents, pratiquement une minute. C'est important. Ça montre que pour les coureurs qui restent encore à terminer l'épreuve, on peut avoir des chamboulements au niveau du classement général. Talansky qui possédait ce matin 7 secondes d'avance sur Thibaut Pinot et qui à l'arrivée en perd 5. Il va donc rester devant le coureur français. Toujours en tête de ce contre-la-montre de Neuchâtel, Tony Martin devant Jess Sergeant battu pour 7 secondes et Rigoberto Urán à 14 secondes, alors que Izagirre Ineos fait son entrée dans le stade avec un très bon chrono. Excellent chrono de ce coureur qu'on a déjà vu s'exprimer à très haut niveau cette année sur la Ruta del Sol, où il termine 3e du prologue. Et on sait qu'il est allé en compagnie de Valverde à Londres faire des tests en soufflerie. Donc vraiment un travail qui paye, et il n'y a pas de miracle. Pour briller au niveau du contre-la-montre, il faut travailler tant le physique que la position, l'aérodynamisme qui a une grosse importance, surtout avec des étapes comme aujourd'hui. 18 secondes de retard pour Ineos Izagirre, pas de souci pour lui, il va conserver en tout cas sa position puisque Pinot et Talansky sont plus loin. Ineos Izagirre, il était à 1,48 ce matin du meilleur temps. Il va peut-être pas taper loin du podium. Encore une fois, tout est tellement serré que ça va jouer à la seconde près. Et Matthias Franck à 31 secondes au temps intermédiaire pour le leader de l'équipe YAM Cycling, 5e ce matin, qui se bat donc pour le podium. 31 secondes au temps intermédiaire avec encore toute cette partie finale en descente et en faux plat. Ça va être difficile quand même pour le podium pour Matthias Franck. Et cette partie qui était sur le papier, une partie qui lui convenait plus avec le vent de face et la montée. C'est vrai que la deuxième partie est réservée aux purs spécialistes, aux coureurs avec un petit peu plus de poids qui en descente et avec le vent de le dos arrive à maintenir une vitesse plus élevée. Et Chris Froome dans la principale ascension du jour avec les mains toujours en position de coureur de contre-la-montre, assez impressionnant aussi. Cette image est assez spectaculaire. Il faut savoir que dans cette portion, donc la caméra écrase un petit peu l'image, mais il y a du 15, du 16%. Donc c'est vraiment très raide. Et lui, il garde sa position aérodynamique où finalement l'aérodynamisme dans cette portion n'importe peu à faible vitesse. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais il a tellement travaillé cette position, il a tellement travaillé les exercices spécifiques au niveau du dos pour renforcer cette musculature qu'il se sent à l'aise. Et ça, c'est un gros avantage, surtout lorsque les contre
contre-la-montre sont longs ou on fatigue et c'est important de réussir à se maintenir le plus longtemps possible en position aérodynamique. Et virage à gauche également pour Simon Spilak qui lui est dans les premiers contreforts de cette ascension. Est-ce qu'il y a vraiment un style qui va mieux qu'un autre ou c'est propre à chaque coureur dans ce type d'ascension? Ouais, à la fin, c'est le chrono qui parle, donc l'important c'est d'aller vite et chacun doit se sentir à l'aise le mieux possible. Alors que l'on attend à l'arrivée Jesus Herrada Lopez, le meilleur jeune du classement de ce Tour de Romandie. Et le voilà, Jesus Herrada Lopez qui entre dans le stade de la Maladière avec un chrono également intéressant. Vous le disiez, les coureurs espagnols très à l'aise sur l'exercice du contre-la-montre. Désormais top 35 secondes de retard pour Herrada Lopez qui nous a vraiment surpris en bien dans ce Tour de Romandie. C'est le champion d'Espagne en titre. Sur route, on ne le connaît pas encore au plus haut niveau. Il a rarement eu l'occasion de s'exprimer au plus haut niveau, travaillant plutôt pour ses leaders. Mais attention, Herrada Jesus qui était champion d'Espagne dès moins de 23 ans dans l'exercice chronométré, donc c'est pas un nouveau venu et il sait ce que c'est que l'effort solitaire et il fait également partie de cette jeune garde, qui va arriver, qui va éclore ces prochaines années et que l'équipe Movistar sait faire grandir de la meilleure manière. Et 35 secondes de retard au temps intermédiaire pour Vincenzo Nibali qui passe pratiquement dans les mêmes temps que Matthias Frank. Et Vincenzo Nibali qui il a peut-être quelques petits soucis à se faire quant à sa condition. On n'a pas vu brillantissime de l'étape de montagne et aujourd'hui pour l'instant sur le contre-la-montre il ne montre pas non plus des signes très encourageants. Et malgré son très bon chrono, Jesus Herrada Lopez va être passé au classement général par Ignausti Izagirre. Et on retrouve Simon Spilak bien là où était tout à l'heure Chris Froome et ce n'est pas du tout le même style. Non, alors lui, voilà, les mains en haut du guidon, donc un style heurté, beaucoup de force, tout en puissance avec les reins, bref, fidèle à lui-même. C'est vrai que ces deux images sont parlantes, l'un en souplesse, l'autre en force. On verra au temps intermédiaire quel style est le plus efficace. On vous rappelle que le chrono intermédiaire est situé juste en haut de cette bosse, alors qu'on attend, nous, à l'arrivée, Jacob Fuglsang, 7e du classement général ce matin, à 1,14 du meilleur temps de Simon Spilak. C'est l'un des hommes qui peut monter sur le podium aujourd'hui. C'est un temps également intéressant pour Jacob Fuglsang. C'est un coureur aussi complet, Jacob Fuglsang, qu'on a l'habitude de retrouver aussi sur les grands tours. C'est un coureur qui apprécie aussi les courses en Suisse, souvent en évidence sur le Tour de Romandie et sur le Tour de Suisse. Et bon, là, il a pas mal travaillé pour son leader Nibali, mais finalement, il ne serait pas étonnant de le voir terminer devant ce dernier au classement général. Oui, Jacob Fuglsang qui concède 43 secondes au meilleur temps, toujours détenu par Tony Martin. Jacob Fuglsang qui a donc perdu 25 secondes sur le chrono de Izagirre Ignausti. Mais ce matin, Jacob Fuglsang en avait 27 d'avance. C'est évidemment très serré pour le classement général final. On vous rappelle que Simon Spilak possède 1 seconde d'avance sur l'homme que vous avez actuellement à l'antenne et on va tout de suite voir son chronomètre et c'est le meilleur temps pour Chris Froome avec 6 petits dixièmes d'avance sur Tony Martin. Et voilà, première réponse, il bat Tony Martin, c'est le premier coureur à devancer dans cette première partie. Ça veut dire qu'il est bien, qu'il est au top, qu'il est en train de bien gérer son effort. Cette deuxième partie qui est peut-être plus favorable à un Tony Martin car la partie descendante, le plat avec le vent dans le dos, c'est pour pur spécialiste, coureur avec un peu plus de poids, de puissance. Mais quoi qu'il en soit, un Chris Froome qui montre qu'il est là et que ça va être difficile d'aller lui arracher la victoire finale. Est-ce que la deuxième partie peut être plus compliquée pour Chris Froome qui, en guillemets, a fait le plus dur avec le vent dans la figure et surtout cette ascension très pentue? Disons que la deuxième partie par rapport à un Tony Martin, étant donné que la vitesse est très élevée, Tony Martin est un coureur beaucoup plus massif, qui a plus de poids, qui arrive à emmener des braquets plus importants. C'est une partie, oui, qui pourrait plus convenir à Tony Martin, surtout que les écarts sont très faibles. Et Ignausti qui est exactement dans le même temps que Jacob Fuglsang. L'Espagnol possédait ce matin 1 seconde d'avance sur le Danois.
Ignausti, en tout cas en ce qui concerne le classement non officiel, va rester devant Jacob Fuglsang, alors que le prochain à franchir la ligne d'arrivée, c'est Matthias Frank, attendu par une foule assez conséquente ici à Neuchâtel. Il y a eu beaucoup de monde sur les routes du Tour de Romandie tout au long de la semaine, malgré une météo assez capricieuse. Mais c'est vrai que ce départ et cette arrivée de ce contre-la-montre à Neuchâtel a attiré beaucoup de monde, et sans doute que cette fameuse rampe n'y est pas étrangère. Oui, être au milieu du stade, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire, d'être dans un stade de foot, non pas pour voir des footballeurs, mais des cyclistes. Et on va vite avoir un début de réponse avec Simon Spilak qui arrive en haut de cette ascension de Frochot.